premières élections générales sous Félix Tshisekedi avance à grands pas. Fayulu, Katumbi, Denis Mukwege, Sesanga, Matata Mponyo feront face à Félix Tshisekedi. Quelles conséquences pour la présidentielle de 2023? Et comme en 2018, l'histoire des gros poissons se répète. Quid du renouvellement de la classe politique? Madame, Messieurs, je reçois en tête-à-tête Eugène Kandolo. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup, Josué. Alors, votre nom résonne plus que les fonctions qu'on pourrait vous attribuer. Je précise que vous êtes coach, mais aussi vous êtes très connu à Kinshasa comme dans le pays. Première question, comment vous appréciez le processus électoral qui est en cours? C'est toujours un moment de plaisir parce que c'est une compétition. Voyez-vous, ce qu'il y a de beau, parce qu'en fait, il y a aussi des côtés négatifs dans la démocratie. Il y a beaucoup de choses à redire, mais je voulais dire, ce qu'il y a de beau dans la démocratie, c'est de donner cette perspective où l'on sait que après chaque 5 ans, il y a cette compétition qui commence, il y a une sorte de remise en jeu des ceintures pour que les gens puissent aller à l'afflux de cela. Et par conséquent, c'est un moment qui cristallise l'attention des gens, mais c'est aussi un moment, comme je dis, un moment de plaisir, dans la mesure où les gens vont se mesurer face à peut-être l'illusion qu'ils ont ou la rationalité qu'ils ont, mais pour confronter cela avec le résultat final. C'est un moment intense, mais aussi un moment de beaucoup de tension, parce que ceux qui ne savent pas se maîtriser, il y a aussi des amitiés qui s'étrillent pendant ce moment. Je puis me rappeler du processus de 2018, où il y a carrément de gens qui se sont séparés parce que chacun voulait soutenir son champion, entre guillemets. Chacun voulait, peut-être instinctivement ou avec des raisons bien fondées rationnellement, montrer que son candidat était le meilleur. C'est un moment où ça va dans tous les sens, mais toujours est-il que c'est des moments à vivre. Mais cela doit avoir un impact positif sur ceux-là qui aillent voter. Ça risquerait de devenir une routine. 5 ans après, on y va et... Non, c'est pas une routine, d'autant plus que pour le cas de notre pays, ça ne fait que commencer. Mais des pays qui ont déjà changé plusieurs fois de président, plusieurs fois de congrès, comme les États-Unis par exemple, ça remonte pas à aujourd'hui. C'est plus d'un siècle que aux États-Unis on vote, on renouvelle et les gens ne sont pas lassés parce que en fait, ce ne sont pas les mêmes personnes qui votent. Il peut arriver qu'une personne vote on a peut-être 4, 5, 6 cycles, comme aux États-Unis, c'est 4 ans, 4 ans, en France, c'est 5 ans, 5 ans. Mais après, il y a d'autres personnes qui arrivent, comme par exemple, cette année, il y aura des jeunes qui avaient peut-être 14 ans, 13 ans en 2018 et qui auront l'opportunité de voter pour la première fois. C'est une expérience atypique. Et donc, il n'y a aucune routine pour ceux qui votent pour la première fois. Et ceux-là peuvent constituer 30 à 35%. Ils sont très nombreux quand on voit la croissance par rapport à la démographie. Et donc, il n'y a pas de routine en soi. Et surtout que c'est toujours d'autres réalités. En 2018, c'était redouté. Les gens ne savaient même pas qu'ils vont voter parce que c'est depuis 2015-16 où les élections devraient avoir lieu, mais finalement il y a eu un glissement, mot consacré dans le vocabulaire congolais, mais finalement ça devenait de plus en plus en fait plus un rêve à réaliser pour chacun d'aller voter. C'est comme ça qu'il y a eu quand même une grande affluence à ces votes-là. Donc, il n'y a pas de routine, mais bien plus, c'est toujours un rendez-vous qu'on se donne. C'est un peu comme la Coupe du Monde qui revient chaque 4 ans. C'est un peu, voilà. Donc, ce sont des marronniers. Ce genre de moments, c'est toujours des moments assez atypiques. Alors, très bien. Pour un grand pays à la dimension continentale comme la RDC, 5 ans suffisent? Là, c'est vraiment votre réflexion. Voilà. C'est vrai que sur ce point, j'ai beaucoup de choses à redire. Tout à l'heure, quand je parlais de points positifs de la démocratie, j'ai dit que la démocratie n'a pas que de points positifs. Si il m'était demandé, pour moi, il était par exemple question de remettre en jeu les réflexions autour de quel est le format qui nous convient de gouvernance dans notre pays. Okay. Est-ce que la démocratie suffit? Quels sont les problèmes que nous avons en tant que pays? Est-ce que ce problème, pour qu'il soit résolu, il faudrait vraiment la démocratie? Parce que nous voulons nous développer
développer? Est-ce qu'il y a une corrélation directe entre la démocratie et le développement? C'est des questions qu'on peut se poser froidement sans se prêter intention et pour le bien-être du pays, parce que c'est justement pour cela que l'élite existe. L'élite existe pour éclairer la lanterne. Est-ce qu'on doit faire juste la démocratie pour faire? Est-ce qu'on doit juste, par mimétisme sur un format calqué sur la Constitution française, est-ce que nous avons les mêmes réalités? Est-ce que pour un pays post-conflit, avec 450 ethnies, avec tout ce qu'il y a comme réalité, avec les tireurs de ficelles qui, en fait, alimentent des questions d'ordre tribal, ethnique et tout ce qui va avec tout ce qu'on connaît comme libertinage, mais aussi avec tout ce qu'on connaît comme chantage de médias occidentaux par rapport à la question de démocratie, parce qu'en fait, c'est comme si c'est le modèle qu'on nous impose et on veut nous coter par rapport à est-ce que nous le faisons selon eux. Voilà. Et par conséquent, tout ça, c'est des questions à remettre en cause froidement, avec toute la jouissance de notre souveraineté, en utilisant toutes nos facultés mentales et patriotiques pour lever les options. Mais nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui, poser la question de est-ce que 5 ans, ça suffit? Moi, je dirais que ce n'est pas forcément ça. Est-ce qu'on peut aller dans une optique d'un mandat à 10 ans unique et puis quelqu'un d'autre passe? Est-ce que... Mais c'est des questions sur lesquelles on peut réfléchir, mais pas sur un plateau de télévision. Mais c'est vraiment des questions qu'on peut aborder froidement, sans se prêter des intentions, parce que nous avons un pays que nous devons effectivement construire. Nous avons un rêve congolais à bâtir et à consolider, parce qu'effectivement, nous avons une vocation à être un géant, pas seulement au cœur de l'Afrique, mais un géant pour le rayonnement du monde. Et pour cela, nous devons lever des bonnes options. Aujourd'hui, on apprécie la Chine, mais la Chine ne s'est pas développée grâce à la démocratie. Donc, elle a été dirigée de main de fer par Mao, avec de grandes réformes qui ont apporté aujourd'hui toute la transformation magique que nous voyons en Chine. Et donc, on devait se poser des questions, et les bonnes, pour voir en fait comment on peut aller. Parce que la démocratie, c'est aussi un lieu de l'instrumentalisation. Parce que ça apporte les ouvertures, que ça apporte libertinage et tout. Notamment, on ne sait plus quelle est la limite de l'opérationnalité. Par exemple, de la question de la presse. Tout le monde peut crier, par exemple, bon voilà, la liberté de presse est empiétée, mais où s'arrête la souveraineté de l'État, les questions de sûreté de l'État, des trucs. Donc, c'est en fait toutes ces brèches couvrent cette histoire de démocratie, mais après, en tant que pays, on peut vraiment réfléchir froidement, mettre de côté un bureau d'études qui peut réfléchir, parce que de toutes les façons, tout ne se fait pas. Même la Déclaration universelle des droits de l'homme, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui écrive l'ébauche, qui est un Français d'ailleurs, je crois, Samuel Cassin, et puis après, les autres viennent adopter, faire des amendements, et donc on peut aller dans cette optique, mais c'est justement pour cela que aussi les projets de société existent et des visions politiques. Les gens peuvent réfléchir sur quel est le modèle de l'État que nous devons avoir et pour quel résultat. Alors, très bien, la réflexion est lancée. Le processus tel que le mène Denis Kadima et son bureau, vous pensez qu'il est limpide jusque-là? Toute œuvre humaine est perfectible. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Emmanuel Kant et beaucoup d'autres savants plaident dans le même sens après des travaux scientifiquement démontrés sur le plan sociologique, sur le plan humain. Kadima n'est pas un dieu. Il aura toujours des limites dans sa façon de faire. Mais toujours est-il qu'il faut apprendre à apprécier ce qui est important, ce qui est utile et encouragé dans le sens de perfectionner, parce qu'il a un défi de faire mieux que ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs, c'est Corneille Nangaa, c'est Apollinaire Malumalu, c'est Ngoyi Mulunda. Donc, il a le challenge de faire mieux. Et sur certains plans, parce que en fait, les comparaisons se font toujours en termes de référence. Voilà. Par exemple, on peut dire que ses prédécesseurs n'ont pas su donner, par exemple, un bâtiment. Ils étaient locataires jusqu'à preuve du contraire. Donc, Kadima, par exemple, il fait de la CENI propriétaire de là où ça se trouve. Par exemple, on peut comparer sur le plan de la qualité de carte d'électeur. On voit que la carte d'électeur de Kadima n'est pas vraiment de meilleure qualité par rapport à la carte d'électeur sous Corneille Nangaa. Okay. On peut comparer en termes de rigueur sur le rapport avec le politique. On sait voir que Kadima a cette souplesse, il a ce management qui parvient à
à ne pas aller dans le sens d'être caporalisé par une famille politique, ce qui était les cas avec les prédécesseurs. On avait comme impression qu'ils étaient la caisse des résonances du régime en place et on pouvait fermer les yeux et entendre le même discours de la bouche du régime en place, ce qui n'est pas le cas. On a vu Kadima plusieurs fois en contradiction avec des ministres, en contradiction. Le ministre de Finances, le ministre de l'Intérieur, on a vu CGT, des trucs. C'est pour montrer, en fait, que ce n'est pas quelqu'un qui est inféodé à un système, c'est quelqu'un qui essaye de garder toute sa liberté. Donc, on peut aller comme ça énumérer plusieurs angles pour montrer que on ne peut pas faire une comparaison sans termes de référence. Les termes de référence sont des indicateurs. Alors, pour je dirais, c'est un cas rare, un scientifique comme vous, en la personne de Denis Mukwege, se lance en politique avec les intentions de briguer la magistrature suprême. Ouais. Comment vous interprétez cette ambition-là? Depuis un certain temps, Denis Mukwege, il faut le dire, c'est quelqu'un qui avait créé un enthousiasme hors pair. Vous vous imaginez, vous vous réveillez un matin, on vous dit qu'il y a un Congolais qui va avoir un prix Nobel de la paix. Nous sommes dans un contexte où on ne comprenait même pas trop c'est quoi le prix Nobel de la paix. Nous sommes dans un contexte où les Congos étaient la risée de tout le monde. Et puis, boum, on a un Congolais prix Nobel de la paix. On nous le vend comme ça. Moi, j'étais enthousiasmé, je ne peux pas nier. Enfin, je ne pouvais pas imaginer combien on avait envie de mettre la photo de Mukwege sur le statut, de le publier. Ça avait créé une dynamique. On peut se rappeler de son discours lorsqu'il a pris ce prix-là, un discours fort. Un discours fort, on avait tous cette fierté, en fait, comme si on avait eu notre Cristiano Ronaldo ou Léo Messi, ou qu'on avait eu notre Obama ou quelque chose comme ça. C'était beau. Mais avec le temps, parce que vous avez bien souligné l'étiquette intellectuelle, j'ai commencé à décortiquer. Il y a quelques jours, je souriais sur l'intervention de Nicolas Sarkozy parlant de Barack Obama, et il dit on devait lui donner le prix Nobel de la paix alors qu'il n'avait jamais fait quelque chose et tout ça. Et c'est comme ça que j'aperçois la question avec un peu de recul. Il y a l'émotion du contexte. Je ne peux pas changer ça. J'étais suffisamment aux anges. J'étais emballé de voir qu'il y a un Congolais. Mais avec les reculs aujourd'hui, en fait, je me rends compte que si c'était peut-être à refaire, je n'aurais pas, en fait, la même naïveté qu'à l'époque. Parce que, autant Sarkozy le disait, c'est pour montrer la légèreté qu'il y a, en fait, ou la subjectivité, ou l'appel du pied qu'il y a derrière se trouver, qui, avec un peu de temps, on peut se demander si ce n'était pas, en fait, une sorte de corde au cou pour guider certains intérêts, parce qu'il n'a pas eu que prix Nobel de la paix, il a eu aussi prix Sakharov. Mais après, quand j'analyse la personne aujourd'hui de Denis Mukwege, c'est pas quelqu'un de paisible. En fait, il est belliqueux. Je peux prendre un exemple. Pour quelqu'un d'assez empathique comme le chef de l'État, quand le chef de l'État fait son premier voyage aux États-Unis, dans un contexte assez particulier, il rencontre Mukwege. Je me rappellerai quand ils se sont rencontrés, comment les accolades se sont faites. Mais tu vois l'effervescence que les chefs de l'État avaient, parce que c'est pas quelqu'un qui boude les gens à l'occasion de rien. Mais j'ai vu au fil du temps, systématiquement, et j'ai compris que c'était une ligne dictée, qu'il devrait à tout prix créer une sorte de distance avec le chef de l'État et donner l'impression qu'ils sont hostiles. Alors que ça n'a jamais été le cas du chef de l'État. Nous, on fait la lecture, on sait voir. Mais en réalité, il fallait créer ça, parce que après, ils se sont chamaillés où? Ils ont eu la pomme des discordes où? Il avait autant... Peut-être les styles de gouvernance qui ne cadrent pas avec combien de fois l'a-t-il appelé pour lui dire, par rapport à ça, je propose ceci. Il a commencé à faire des déclarations, des invectives, de faire ses shows. Vous comprenez? C'est une démarche. Et hier, comme certaines presses l'ont dit, sans surprise. Ça veut dire que c'était téléphoné. Il a fait des manœuvres pour tergiverser comme quelqu'un qui voulait refuser, mais en fait, c'était une ligne toute tracée. Je vais aborder un autre point sur notre scientifique que j'ai appris. Vous savez, en fait, la grande déception que nous avons, ce n'est pas des gens que nous n'aimions pas, c'est des gens que nous aimions. Quand vous aimez quelqu'un à un seuil très élevé,
la déception est toute venue. Et en fait, c'est les sentiments que j'ai quand je vois ce compatriote. Maintenant, C'était où se situe votre déception? La déception est sur mes recherches. Okay. Et la déception est d'ordre patriotique, d'ordre nationaliste et beaucoup plus d'ordre de la symbolique qui est attachée. Un prix Nobel de la paix, c'est quelqu'un qui recherche la paix. Sur le rapport individuellement entre deux individus, le chef de l'État et Mukwege n'est pas dans une démarche de la paix. Aucunement. Vous pensez... Aucunement. J'en arrive. Oui, oui. Pour des questions d'ordre national. Pour des questions d'ordre national. Et à tout égard, Mukwege, c'est quelqu'un qui jette de petites phrases qui vont mettre de l'huile. Ça veut dire qu'il est dans une logique bien programmée, robotique, où en fait, ce n'est pas parce qu'en réalité, dis-nous que j'ai fait tout pour convaincre mon frère à suivre telle ou telle autre voie. Il n'a pas, parce qu'il avait toute la carte blanche. Et de voir l'ouverture que s'était présentée avec l'attitude humaine de Félix Tshisekedi, je ne sais pas à quel moment, en fait, quel est le mal que Tshisekedi avait fait à Mukwege l'humain. Maintenant, Mukwege est politicien. Ma grande déception, tout ce que j'ai dit là, c'était en fait la symbolique par rapport à, voilà, à la personne. Ma grande déception, c'est quand j'ai lu 580 pages du rapport Mapping. C'est ma très grande déception. Par rapport à Denis Mukwege. Oui, ma très grande déception. Parce que Denis Mukwege, les jeunes du mouvement citoyen et Fayulu sont les trois, en fait, axes de ces refrains comme de perroquet. Oui. Il faut l'application de ma rapport surtout mapping. Avec il faut l'application de rapport mapping. Comme si le rapport mapping était une baguette magique pour développer le Congo. Il n'y a aucun lien entre l'application du rapport mapping et le développement du Congo. Et parlons de la recherche de la paix dans l'Est. Non, je vais en arriver. OK. J'étais avec un journaliste éminent de mon pays. Je lui ai partagé ce rapport mapping. Il a dit, je vais même le citer, Eric Izami de Antena. Il a dit, tout intellectuel que je suis, je n'avais pas encore lu. En fait, le rapport Mapping a été présenté comme la Bible à l'époque de l'avant-réforme, où on vous fait une synthèse, on vous fait gober ce qu'on veut que vous puissiez entendre. Les gens n'ont jamais eu la peine de lire ce rapport. Il n'y a aucun rapport qui fait le lit de la balkanisation comme ce rapport-là. Il n'y a aucun rapport aussi dangereux comme le rapport Mapping. Je suis désolé. Le rapport Mapping aborde d'abord une question qui remue les couteaux dans les plaies. Le premier crime répertorié dans le rapport Mapping, c'est le massacre de Kasaïen vers les années 90 au Katanga. C'est pas des natures à ramener la paix. C'est pas des natures à consolider l'unité nationale. Parce que quand tu lis ce rapport, quand tu n'es pas quelqu'un de sang-froid, si tu es Kassaïen, tout de suite tu sors, tu vas prendre une machette pour... Mais moi, à la maison, ma femme, elle est katangaise, moi, je suis Kassaïen. Pour se faire Mes justice. enfants ont des enfants. Vous voyez un peu ça. Ce rapport incrimine deux personnes, Kyungu et Goons, Carlibond. Mais ces gens sont déjà morts. Mais même quand Kyungu était encore vivant, nous sommes un peuple, nous avons des choix à faire entre nous rendre des vengeances et nous pardonner et avancer. Vous comprenez? Le rapport nous contraint parce que quand on nous dit appliquer le rapport Mapping, il faut l'appliquer dans la totalité. C'est pas partiellement. Ça, c'est un. Ça veut dire, on vous donne des détails, comme dans un film d'horreur, des choses qui se sont passées. Et tout de suite, tu vois le danger. 2. Le rapport Mapping incrimine le FAZ, Forces armées zaïroises. Le rapport Mapping incrimine le FAC, Forces armées congolaises. Et le rapport Mapping incrimine le FRDC. Qui répond? Les garants. Le garant de la nation, l'État congolais, qui paye de ça. C'est quoi l'application du rapport Mapping? Punir qui? 3. Le rapport Mapping, dès l'introduction, il vous prépare mentalement un lavage de cerveau à accepter des peuples qui ne sont pas congolais. Il vous fait une introduction dès le départ pour vous montrer comment je ne suis pas xénophobe, mais beaucoup de pièges. Et vers la page 420 montée, le rapport Mapping commence à expliquer les types de crimes. Et quand il parle de crimes de génocide,
il évoque les Hutus Interamwe, dont le massacre est incriminé aux FAS et au FAC. Et il démontre qu'ils sont malmenés au Rwanda et qu'au Congo, ils ont été cannibalisés. Par conséquent, ils n'ont pas d'espace. La conclusion, c'est quoi? Ils vous laissent. Ça reste vide. La conclusion, c'est qu'il faudrait trouver une portion des terres. On la trouve où si ce n'est pas au Congo? Deuxièmement, on vous donne... Ce rapport-là n'a pas été rédigé par Denis Mukwege, s'il faut faire les liens. Non, j'en arrive. Le problème n'est pas la Bible dont je parle, ça n'a pas été rédigé par le truc. C'est un document à disposition. Voilà. Mukwege en fait son cheval de bataille pour... Alors, on devrait comprendre, il fait la promotion de quoi? La promotion de la haine entre les Kassaïens et les Katangais, la promotion de l'incrimination de l'État congolais au travers les différentes armées avec leurs appellations, la promotion de la balkanisation du Congo parce que selon le rapport mapping, on doit au moins arracher 2 portions, trouver l'endroit où mettre les Hutus Interamwe et le Tutsi rwandophone qui sont 2 groupes que le rapport mapping démontre qu'ils ont été victimes du génocide et par conséquent, ils sont apatrides et par conséquent, il faut trouver leur... Le rapport mapping divise... Parce que vous savez qu'il y a des acteurs aujourd'hui, au nom de l'unité nationale et la consolidation de l'intégrité, on se dit, ils ont des erreurs. Boussenia Mouissi, les leaders de mouvements MLC, RCD et tout ça. C'est notre pays. C'est nous qui devons lever l'option. Quelle est une autre façon de réparer ces langues? Justement, en fait, est-ce qu'actuellement, qui chez lui dort affamé parce que cette, entre guillemets, réparation. Tu sais, la justice transitionnelle, elle a des étapes. Nous tous, nous plaidons pour ça. Mais il ne faut pas que le rapport mapping soit une contrainte. Parce que soit on l'applique, soit on ne l'applique pas partiellement. Qu'est-ce que les Mukwege et les mouvements citoyens disent? Ils disent, dès qu'on applique le rapport mapping, l'argent rentre dans les caisses de l'État. Dès qu'on applique les rapports mapping, les gens ressuscitent. Dès qu'on applique le rapport mapping, le Congo se développe. C'est faux et archi faux. Qu'est-ce qu'il y a dans l'application du rapport mapping qui va nous ramener de l'argent? Rentrons sur le terrain politique. Et donc, cette personne m'a déçu parce que, soit il a lu totalement le rapport mapping, et pour moi, c'est un traître. Parce que si tu veux qu'on balkanise ton pays, si tu veux que les pays soient divisés, si tu veux que l'on incrimine l'armée de ton pays, et que tu fais la promotion de cette paperasse, ça veut dire que tu es traître. De 2, si il ne l'a pas lu, ça veut dire qu'il ne doit pas crier. C'est ridicule pour un intellectuel de n'avoir pas lu un document, mais de les défendre. Et c'est ce que font les jeunes à qui on donne les micros par quelques médias occidentaux. On fait des leaders dans leur tête, alors qu'ils sont incapables de mobiliser même 50 personnes. Et on les appelle des leaders, on les consacre des leaders, et ils ont de mouvements citoyens extempiers, mais matin, midi, soir, ils ne demandent que l'accord de rapport mapping. Alors, vous comprenez? Vous soupçonnez qu'il y a des Occidentaux qui sont derrière. Je suis très déçu dans cette approche, c'est purement intellectuel, avec un substrat nationaliste, patriotique. Il y a bien de démarches en tant que Congolais pour nous de savoir comment faire la justice transitionnelle, comment répondre des actes tout en gardant l'intégrité nationale, tout en protégeant l'unité nationale, parce que c'est très important pour nous. La fête des tireurs de ficelles, c'est qu'on soit divisé. C'est que Bemba ne s'entende pas avec Tshisekedi, c'est que Boussenia Mouissi soit en guerre avec Kamere, c'est justement ça. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Nous sommes un pays, nous sommes aussi à même de nous assumer. Il y a eu des erreurs, les gens s'étaient déchirés. Maintenant, on veut se mettre ensemble et puis on veut avancer. Par rapport à ça, qu'est-ce qui y est urgent? Qu'est-ce qu'on peut faire et qui ne peut pas être fait? Quels sont les garde-fous que l'on fait pour qu'il n'y ait plus ce genre de trucs? Et comment on protège l'intégrité de notre territoire? Je n'aime pas des discours mesquins. Et quelqu'un qui est intellectuel doit être éclairé par une démarche intellectuelle. Est-ce que les gens ont lu les rapports mapping? S'ils l'ont lu et qu'ils les défendent, ce sont des traîtres. Est-ce que les gens parlent de quelque chose qu'ils n'ont pas lu? Mais c'est quel intellectuel qu'il s'agit? Et toute ma déception est... Très bien. Là... Alors, dernière question avant de parler de vous. Vous pensez aussi, comme les autres, que sa candidature est une menace
Non, aucune menace. À celle du chef de l'État? Non, aucune menace. Parce que, en fait, je doute même fort qu'il puisse arriver à faire 2%. Je ne suis pas en train de dénigrer la personne. Je ne suis pas en train de rabaisser. Mais toute proportion. On ne parle pas de n'importe qui, c'est le docteur Mukwege. Non. Les prix Nobel de la je vais te paix. dire une chose. J'aime beaucoup Fiston Saïsaï. Il fait l'unanimité dans la partie est de notre pays. S'il vous plaît. Oui. Non. Allez-y. J'aime beaucoup Fiston Saïsaï. C'est parmi les rares qui nous font rire. Mais suis-je prêt à faire de Fiston Saïsaï mon représentant en tant qu'élu au Parlement? Tu comprends? Le problème, s'il n'énerve pas la loi. Nous l'avons aimé, pourquoi? Parce qu'il a été le premier prix Nobel de la paix congolais. Encore que c'est dilué avec l'analyse du temps. Bon, après, moi, ce prix ne signifie plus rien. Je t'ai donné notamment l'exemple de Obama. À peine il est le président, on lui donne le prix Nobel de la paix. Sarkozy l'a dit, il y a une semaine, il l'a dit. On devait lui donner le prix Nobel alors qu'il n'a rien fait. Et alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre soigner les femmes et rechercher la paix? Tout de suite, je dis non. Parce qu'en fait, il faudrait qu'il y ait des critères même pour savoir. Les Shimon Peres et les Mandela, quand on leur donne le prix Nobel, c'est parce qu'ils sont dans le processus de rechercher la paix dans leurs différents pays. Mandela, c'est le père de la non-violence. C'est le gars qui pardonne le gars qui pissait sur lui en prison. Vous voyez ça? Mais est-ce que Mukwege, quel est le mal que Tshisekedi a fait à Mukwege que Mukwege ne peut pas le pardonner? Parce que quelqu'un qui mérite le prix Nobel de la paix doit être continuellement dans une démarche de rechercher la paix. Et moi, je crois que s'il y en a un qui mérite le prix Nobel de la paix, c'est Tshisekedi, que les gens pensent comme faible parce que tout le temps, il est ouvert même à ceux qui lui font de coups. Alors, Eugène Kandolo, désormais politique. Depuis la naissance politique, je suis foncièrement politique. Mais on vous a plus remarqué dans l'attentisme. Maintenant, vous embrassez la politique active. Rien n'attend pour celui qui sait suivre son destin. Je suis né déjà, j'ai les gènes politiques. Je suis fils d'un politique. Mon père a fait la relégation. Mon père a été aux premières heures de l'UDPS. Il est même cofondateur. Il a fait la relégation, il a fait plusieurs prisons. Nous l'avons vécu, moi, en fait, pas directement, mais mes grands frères, mes grandes sœurs, c'est pour cela qu'ils détestent même la politique. Ils ont vécu ça, nous avons des brimades de la politique. Maisons brûlées, les biens de mon père saccagés. La commission de la conférence nationale souveraine avait même tablé sur ça jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais été indemnisé. Bon, le dossier est pendant les moments opportuns. Moi, je ne cours pas. Donc, je suis éminemment politique parce que je pense que la politique, d'abord, c'est une vocation. Il y a aussi un côté héréditaire. Il faut bien le souligner. Mon grand-père a une histoire avec le roi de chez nous, où mon grand-père pouvait décider même de comment la guerre va se passer ou pas. Donc, il y a ce gène. Mais maintenant, il y a le côté, en fait, comment je vais dire, de l'ADN de chaque personne, en fait, la particularité. Donc, le facteur X, l'autre l'a fait peut-être coutumièrement, l'autre l'a fait et politiquement, moi je dis toujours, je le fais aussi pour lui, mon père. Il a un combat, des fois quand je regarde mes aînés, en fait, ils s'en foutent de la politique, ils disent que la politique a détruit notre famille, ils disent, et tout ça. Mais moi je me dis, il n'y a pas meilleure façon aussi de rendre heureux, en fait, de rendre hommage à ce combat-là. Sinon, on aurait comme impression que ça n'avait pas de sens, le combat qu'il a mené. Et donc, il y a ça. Mais au-delà de ça, mon père dont je parle, a eu à faire sa vie. Je ne fais pas sa vie bis. J'ai une vocation, j'ai un appel. Ceux qui me connaissent depuis ma petite enfance, je suis quelqu'un de très énigmatique et très symbolique. Moi, j'ai rencontré l'un des pères fondateurs de l'indépendance et pour moi, c'était pas un hasard. J'avais 12 ans, Joseph Ngalampandajila, je l'ai croisé, je l'ai serré la main. Et quand j'étais petit, je me suis même fait appeler de son pseudo, doyen. Tout ça, c'était la symbolique de la chose. Et progressivement, c'est pas pour rien que je me fais beaucoup de représentations de certains personnages politiques à travers le monde. Les gens, il y a eu un moment où les gens m'appelaient Obama, il y a eu un moment où les gens m'appelaient Sarkozy. Et je peux même faire rire. Quand j'étais étudiant,
par rapport à ma rationalité, ma contribution intellectuelle, j'ai eu 2 noms. Bon, enfin, bon, aujourd'hui, je ne peux pas endosser cela. Il y a même des amis qui m'appelaient Kamere, il y a des amis qui m'appelaient Sessanga. Mais bref, mais j'étais aussi content un jour de suivre Kamere dans une émission où il parlait qu'il avait le même modèle politique que moi, en fait, Joseph Ngalampanagila. Et donc, il y a ce background, je suis forgé dans ça. Je lis beaucoup, je puise dans l'histoire du Congo. Et il y a aussi le constat. Parce que mon pasteur, l'apôtre Roland Dallot, a une des prédications célèbres que les gens devraient écouter plusieurs fois, ta frustration, ta vocation. Toutes les fois que tu es frustré par quelque chose, il y a un appel qui est attaché à ça. Moi, la politique, c'est une vocation, c'est un appel. Quand je vois certaines choses qui sont très mal faites, tu l'as dit tout à l'heure, la petite... je n'allais pas dire popularité, représentativité que nous avons dans l'imaginaire collectif de Congolais, et particulièrement de jeunes, non seulement à Kinshasa, mais à travers le pays. Je rigole souvent en disant je suis ministre sans fonction, ministre de la jeunesse sans fonction. Parce qu'en fait, il s'identifie en moi. Mais quelle est la contrepartie? Parce qu'en fait, quand vous êtes limité, il faut, voyez-vous, c'est pas la société civile qui décide. Il faut avoir la signature pour faire certaines choses. Quand tu vois les choses sont mal faites, à la RTNC, tu vois, on est un grand pays, il n'y a pas d'ambition. Quelle est la grille de programme de la RTNC par rapport à l'ambition du Congo? Quand tu vois comment fonctionne le ministère de la Jeunesse, quand tu vois comment certaines choses... Je discutais, je l'ai dit, parce que de toutes les façons, ça énerve. C'est pas qu'on parle de jeunes Kandolo comme un révolté. Voilà, justement. Et je dis toujours, la meilleure façon de mieux critiquer les gens, c'est de bien faire ce qu'ils font mal. Et donc, il y a cette exemplarité qui nous conduit, mais aussi il y a cette idée de dire que le Congo mérite mieux. Maintenant, est-ce qu'on a attendu, est-ce qu'on est attentiste? Non, j'ai dit que l'engagement politique, c'est une conséquence logique de l'engagement citoyen. Parce que les causes pour lesquelles tu t'es révolté, les causes que tu as portées dans tes combats, ce sont les mêmes causes qui vont en fait se transformer en termes de projets de société, qui vont permettre à ce que tu puisses avoir un luminaire qui te conduit dans... Dernière question, vous êtes candidat au niveau de la Lukunga, mais vous venez vous plonger dans le même système que nous connaissons. On a eu des acteurs populaires, Baena Fimbo, mais après... Oui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que le Charles Selo Kopamba a beaucoup déformé. Je ne vais pas entrer dans la polémique de ces derniers jours avec les propos du pasteur Marcelo et les pro-Wemba, mais il y a quelque chose dans le chant Selo Kopamba qui a été négatif. Il y a beaucoup de choses positives dans les chants Selo Kopamba. Mais c'est de croire qu'il faut rêver et que le rêve peut être plus grand, comme le dit Ellen Johnson Sirleaf. Si le rêve ne t'effraie pas, ça veut dire que tu n'as pas à rêver. Mais il y a aussi un côté, en fait, manque de préparation. Stéphane va trouver son compte. L'ambition dont on n'a pas des compétences est un crime. Il faudrait toujours, au-delà du rêve, au-delà de l'ambition, au-delà de l'aspiration, se donner les moyens en termes de compétences. Pas seulement de moyens financiers, pas seulement de moyens de communication. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui savent comment se faire élire, mais qui ne savent pas ce qu'ils vont faire quand ils vont être élus. Autant qu'il y a des gens... Des incompétents audacieux. Autant qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des difficultés à mieux communiquer pour se faire élire, à mieux se structurer, mais qui peuvent avoir de quoi, en fait, mieux faire s'ils étaient élus. Alors, il faut additionner, créer l'équilibre entre ça. Moi, j'ai observé, je connais aussi beaucoup de journalistes qui étaient dans l'optique de critiquer, mais qui n'ont rien foutu au Parlement. Je connais beaucoup de gens. C'est comme ça que j'ai dit aux gens, il ne faut pas, en fait, croire qu'il faut insulter, il faut s'attaquer aux autres pour être aimé. Si on t'aime parce que tu critiques les autres, au moment où ça sera toi, tu auras du mal à donner quelque chose parce que, en fait, tu risques de commencer à te retourner, à critiquer ceux qui n'ont pas la chaise alors que toi, tu es sur la chaise. Voilà. Et du coup, on va te trouver ridicule. Ou soit tu vas commencer à faire le théâtre comme on a vu. Et l'avantage de ces cycles, c'est que plus ou moins la culture politique augmente. Les gens comprennent de plus en plus pourquoi ils doivent voter. Si les choses étaient à refaire, les gens ne voteraient plus. Des gens comme Safou et consorts, des gens qui sont venus désacraliser le Parlement. Mais aujourd'hui, les gens comprennent progressivement. Et donc, on ne va pas pour l'effet des mots. Parce que les gens disent « Mboulo toko voté député à 45 ans, député à Kalazon. » Le problème n'est pas juste d'en remplacer ce qui existe, mais d'avoir effectivement
une alternative crédible, un leadership alternatif dans la qualité de proposition de loi, dans la qualité du contrôle parlementaire, mais aussi dans la qualité de l'argumentaire, parce que c'est très important. Nous allons décider du sort du pays. Nous allons en fait mettre les garde-fous pour le pays. Et pour ce faire, on doit prendre les meilleurs d'entre nous. Et ça, c'est l'idée de l'agora grecque. Ce sont les plus intelligents d'entre nous, les plus compétents d'entre nous, les plus habiles d'entre nous, le moins voleurs d'entre nous, les plus excellents qui devraient aller en fait présider aux destinées des autres, pas l'inverse. Et à juste titre, je sais que l'opinion, moi, ça va faire plus de 15 ans que les gens me suivent, qui voient ce que je suis capable de faire, et ce n'est pas par hasard que les gens, aujourd'hui, ils sont en effervescence autour de cette candidature. Je dirais qu'ils l'ont tellement attendu. Ils l'ont tellement attendu, mais le moment tombe à point, on va faire ce qui va être fait, et nous avons le rendez-vous avec le destin, et notre propre destin, mais aussi le destin du pays. Très bien. Merci beaucoup, coach, d'avoir répondu à toutes nos questions. En tout cas, vous avez été plus scientifique que politique. Ouais. Ça ne nous reste qu'à vous souhaiter bonne chance pour les élections de décembre 2023. Et ça sera un grand plaisir de vous recevoir en tant que député. Et c'est très bientôt. Cette fois-là. C'est très bientôt, parce que le 20 décembre, ce n'est pas très loin. Merci beaucoup. Madame, monsieur, à très vite.